vous croyez que Kamto, dans ces conditions, pourrait-il véritablement être candidat au regard de la loi? Je ne suis pas compétent pour parler pour lui. Je ne suis ni son porte-parole, ni son profondeur. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé pratiquement une année à travailler ensemble sur le code électoral. On a beaucoup échangé. Je dois avouer qu'on n'est pas proches, donc, mais on se respecte mutuellement. Je pense qu'il faudrait, d'une certaine façon, laisser la place à tous ceux qui veulent compétir pour que les Camerounais décident. Mais il est clair que si la loi dit que vous ne pouvez pas être candidat sans élu et que vous devez avoir 300 signatures, il vaudrait peut-être mieux trouver les 300 signatures plutôt que d'essayer de changer la loi. En tout cas, c'est ma philosophie à moi. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres candidats qui se sont déclarés, comme mon grand frère Akeremouna, en passant par un autre parti politique. Absolument. Donc je pense que c'est aussi une voie qui peut être explorée pour y arriver. Donc nous sommes devant des faits. Et les faits sont têtus. Et donc, au lieu d'essayer de changer les faits, il faudrait plutôt utiliser les opportunités qu'offrent les voies de contournement pour y arriver, plutôt que d'essayer de foncer droit dans un mur. Moi, c'est la seule chose que je peux vous dire. Dans le jeu d'échecs politique camerounais, chaque mouvement est scruté, disséqué, interprété. Joshua Oshi vient d'être investi candidat du Social Democratic Front SDF pour la présidentielle de 2025 et déjà une question se pose. Quelle partition veut-il jouer? Officiellement, pas d'attaque frontale contre Maurice Kamto, ni contre Cabral Libye, encore moins contre Paul Biya. Joshua Oshi avance ses pions en douceur. Il laisse entendre qu'il pourrait être l'homme du consensus, celui-là qui évite les vagues tout en visant au sommet. Je ne suis pas dans la logique d'amuser la galerie. Le SDF est un parti politique sérieux. Parce qu'eux, ils amusent la galerie? Le SDF est un parti politique sérieux. Nous faisons la politique de façon sérieuse et nous savons que l'annonce ne doit pas précéder les actions. Et si des gens pensent qu'en allant à la télévision faire des annonces pompeuses, faire croire aux Camerounais qu'il y a une alliance en place alors que nous savons très bien qu'il n'y a rien, ou alors si d'autres pensent que créer une alliance c'est d'imposer un candidat sur les autres, ils n'ont rien compris à la chose. Mais j'aimerais aller plus loin. Un parti sérieux défend une ligne politique. Nous avons une idéologie. Nous sommes sociodémocrates, nous sommes de centre-gauche et nous n'allons pas faire une coalition avec un parti d'extrême droite. Nous n'allons pas faire une coalition avec un parti d'extrême gauche. Nous avons nos positions sont claires. Et si un parti politique épouse ces solutions-là, nous les invitons à aller ensemble. Et puis peut-être nous pouvons désigner un mécanisme pour pouvoir trouver le porte-étendard de cette coalition-là. Mais ça ne se passe pas à l'inverse. Ce n'est pas une question d'homme, dit Pita. C'est une question de projet politique. C'est une question d'idéologie, de vision. Où est-ce qu'on veut amener ce pays? Si vous avez un parti dans l'opposition qui pense que le Cameroun n'est pas assez jacobin et vous avez un autre qui veut le fédéralisme, comment pouvez-vous vous attendre que ces deux puissent travailler ensemble? Imaginez-vous un gouvernement où la moitié des ministres sont jacobins et l'autre moitié sont fédéralistes. Comment ce gouvernement peut travailler ensemble? C'est impossible. Ça serait une catastrophe pour ce pays. Mais dans une opposition où chacun cherche à s'imposer, la modération est-elle une force ou une faiblesse? Et surtout, le SDF peut-il encore incarner l'alternative après tant d'années de déclin? Décryptage d'un candidat qui veut s'inspirer de Félix Tshisekedi en RDC tout en jonglant avec l'histoire mouvementée de son pays, le Cameroun. C'est que nous avons réuni des partis de gauche dans un front de gauche. Ce front de gauche existe. Si vers l'élection présidentielle, ce front de gauche veut soutenir un candidat, plutôt que deux ou trois,
vous serez informés. Mais ce front de gauche existe et il est puissant. Et pourquoi est-ce qu'il est puissant? Parce que tous ces partis regardent dans la même direction. Nous avons mis sur pied, avec 11 des 13 centrales syndicales, le CALAMO, le Cameroun Labour Movement, un mouvement puissant qui va dans la même direction parce que nous sommes le parti travailliste au Cameroun. Nous défendons dans notre ADN le droit des travailleurs. Et donc il était tout à fait normal en tant que parti travailliste, parti de centre-gauche, d'être la voix politique des syndicats. C'est ce que nous avons fait. Vous voulez encore quelle coalition ? Ça, c'est la coalition la plus puissante qu'il y a sur la place publique aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas d'une coalition de personnes, mais d'une coalition de mouvements. Et nous sommes confortables à ce niveau-là. Nous allons dans ce sens-là et nous savons que c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner. Vous savez, s'il fallait parler de personnes, on serait toujours dans des petites querelles. L'histoire est têtue. Chaque fois que l'opposition camerounaise a eu une fenêtre d'opportunité, elle l'a gâchée par manque d'unité. 1992, 2011, 2018, même scénario, plusieurs candidats, plusieurs égos, plusieurs stratégies et au final, une victoire sans effort pour Paul Biya. Face à Paul Biya, l'opposition camerounaise se dirige en ordre dispersé vers ce scrutin à un seul tour. Cette année encore, la fragmentation est totale. Maurice Kamto, le leader du MRC, l'opposant intransigeant qui a payé le prix fort de son audace en 2018 avec la prison et la répression, toujours populaire mais diabolisé par le régime. Maurice Kamto, un ex-ministre du président sortant qui a tenté en coulisses de fédérer les opposants, sans succès jusqu'ici. Il sillonne le pays depuis 2 ans et milite pour un candidat unique de l'opposition, à condition que ce soit lui. Cabral Libi du PCRN, le Benjamin de l'opposition qui tente de jouer la carte du renouveau, mais dont la stratégie reste floue. Le plus jeune candidat à la présidentielle camerounaise a le vent en poupe et mobilise de nombreux jeunes lors de ses meetings. Une popularité qui l'a convaincu qu'il peut gagner cette élection tout seul. Temaino Ndamjoya de l'UDC, la survivante d'un parti historique qui peine à s'imposer au niveau national. Nous sommes le seul parti politique à être présent au conseil régional et là, il faut nous donner un coup de chapeau parce que ce n'est pas évident non plus. Maître Akeremouna, le sage, autrefois arbitre, mais désormais plus spectateur qu'acteur. Akeremouna, un célèbre avocat anticorruption qui plaide encore pour une coalition des oppositions. Joshua Oshi du SDF, l'héritier du parti qui fut le premier grand adversaire de Paul Biya, mais qui aujourd'hui semble chercher un nouveau souffle. Joshua aussi porte les couleurs du SDF, le parti historique de l'opposition qui a toujours accusé Paul Biya de lui avoir volé sa victoire en 1992. Face à cette dispersion, une question s'impose. Qui prendra le risque du rassemblement? Premièrement, ces divisions-là démontrent la vitalité de la sphère politique camerounaise. Deuxièmement, je suis en bon terme avec tous ces candidats-là. Madame Patricia Tomaino Ndamjoya, qui est notre porte-parole pour le groupe de travail sur le nouveau code électoral, j'ai un très bon rapport de travail avec le Cabral Libi du PCRN, j'ai un très bon rapport de travail avec lui. Monsieur Maurice Kamto, avec qui on a travaillé sur l'amélioration du code électoral, j'ai à ma connaissance une très bonne relation de travail avec lui. Donc il n'est pas exclu qu'à un certain moment nous pouvons discuter de voir comment nous mutualisons nos forces sur certains éléments, comme par exemple mutualiser nos forces dans les bureaux de vote. C'est une voie que nous pensons très importante. Un front commun est-il possible? L'unité de l'opposition a toujours été un mirage au Cameroun. Téné, en 1992, John Frondi du SDF et Bello Bouba Maïgari de l'UNDP n'ont pas su s'entendre. En 2018, l'appel de Kamto à une candidature unique a échoué. Joshua Oshi, avec son approche plus diplomatique, peut-il être le lien qui manque à l'opposition? Ou cherche-t-il simplement à se démarquer, quitte à affaiblir encore plus les chances d'alternance? L'histoire du SDF est marquée par un homme, Ni John Frondi. En 1992, il a failli faire tomber Paul Biya.
failli car son discours de confrontation frontale a buté sur la machine du pouvoir. Joshua Oshi, lui, adopte une posture différente. Là où Maurice Kamto dénonce, attaque, accuse, Oshi préfère arrondir les angles. Il se positionne comme un candidat du dialogue moins radical, plus pragmatique. Moi, j'ai appris à faire la politique auprès d'un très grand homme, Feuny John Fondi, et j'ai compris que dans la politique, aucun adversaire n'est permanent, c'est déjà le premier point, et que deuxièmement, il faut pouvoir se parler même quand on est en désaccord. Donc, quand on fait la politique par les injures, et là je ne vise aucun parti politique, il y a malheureusement trop de personnes qui pensent qu'il faut passer la journée à insulter les uns et les autres. Nous sommes des adversaires politiques. La première chose, c'est que nous devons nous respecter. Donc, je respecte le MRC, je respecte le RDPC, je respecte le PCRN, je respecte tous les partis politiques sur la place, en attendant aussi un respect réciproque. Et en prenant une position beaucoup plus politique, nous avons pu donner aux Camerounais l'ONEL 1, l'ONEL 2, c'est-à-dire le remplaçant du ministère de l'administration qui organisait les élections. On est passé par un observatoire. En continuant à discuter, en argumentant, nous avons pu donner aux Camerounais ELECAM 1 et ensuite passer à ELECAM 2. Nous espérons qu'après ces élections, nous passerons à ELECAM 3. Et ensuite, nous avons pu mettre sur pied ce qui s'appelle aujourd'hui l'opération Épervier. Il ne faut pas oublier que ça a commencé avec le groupe parlementaire du SDF au Parlement. Donc, tous ces avancées que nous avons pu obtenir, y compris l'augmentation du salaire minimum au Cameroun, que nous avons obtenu à 2 reprises, nous avons obligé le gouvernement à l'augmenter. Nous n'aurions pas pu y arriver si nous passions que par l'affrontement. Donc aujourd'hui, si les Camerounais au bas de l'échelle gagnent presque 30 000 francs plus par mois, c'est grâce aux efforts du SDF et c'est un accomplissement. Donc nous avons une obligation de nous respecter mutuellement. Donc nous devons aussi respecter ceux du RDPC, même si nous sommes convaincus que ce qu'ils font amène ce pays vers la ruine. Une stratégie inspirée. Fondi avait tenté une approche similaire. Après son clash de 1992, il avait fini par adopter un ton plus modéré, mais cela a coïncidé avec le déclin du SDF. Les électeurs camerounais veulent-ils une opposition douce ou une opposition combative? Le parti dénonce par ailleurs l'actuel système de gouvernance marqué par une forte centralisation du pouvoir au niveau de la capitale. Joshua aussi fait une promesse audacieuse, mettre fin à la crise anglophone en 3 mois. Le contexte, depuis 2016, la guerre civile entre séparatistes et forces gouvernementales a transformé le nord-ouest et le sud-ouest en zone de chaos. C'est un conflit qui fait rarement la une des médias, mais qui dure pourtant depuis 8 ans. Au Cameroun, les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest sont en proie à des violences armées qui opposent des séparatistes aux forces gouvernementales. La crise débute fin 2016. À l'époque, des avocats et des enseignants anglophones manifestent pacifiquement pour dénoncer la marginalisation de leur système juridique et éducatif par le gouvernement central de Yaoundé, majoritairement francophone. Les manifestations sont violemment réprimées par l'État camerounais. En 2017, la crise s'intensifie, se radicalise. Des groupes séparatistes armés se forment et proclament unilatéralement l'indépendance de ce qu'ils nomment la République d'Ambazonie. Depuis, le conflit s'enlise et les espoirs de sortie de crise s'amenuisent. L'approche aussi, il mise sur le dialogue, sur son identité anglophone et sur une refonte institutionnelle pour calmer le jeu. Aucun parti politique ne connaît mieux le Nord-Ouest et le Sud-Est. Je crois que vous-même l'avez dit dans cette émission, que les SDF. Et donc, nous avons une responsabilité de ramener la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et nous savons que pour régler la crise, il faut d'abord un retour à la paix et ensuite prendre des dispositions pour pouvoir revenir à ce fameux contrat social que tout le monde réclame. Nous savons que dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, on réclame des dispositions fédérales. C'est déjà dans notre agenda. Mais est-ce réaliste? Les séparatistes ont des revendications radicales. Ils ne veulent pas d'un simple apaisement, mais une indépendance totale. Le pouvoir de Yaoundé ne veut pas d'un recul perçu comme une faiblesse pour beaucoup d'experts. Le président Paul Biya et son entourage
ont montré qu'ils préféraient l'option militaire à la négociation. Une grande partie de ces habitants sont pris en étau entre, d'une part, des violations commises par les forces armées camerounaises et d'autre part, des abus commis par des groupes armés séparatistes. Les intérêts économiques et militaires sont énormes. La crise génère des financements, du trafic d'armes et sert d'excuses pour maintenir un état d'urgence dans certaines régions. Le temps aidant, de plus en plus de flux de livraison d'armes se sont mis en place, notamment au profit des groupes armés séparatistes. On a observé des armes de plus en plus sophistiquées, des armes de seconde main, notamment venues d'Europe, ce qui est évidemment un problème sur la question de comment ces armes se retrouvent là. La réalité, mettre fin à la guerre en 3 mois suppose une volonté politique forte, mais surtout un Paul Biya prêt à lâcher du lest. Peu probable. Il y a une très grande opacité de la part du régime qui dit vouloir chercher une solution, mais du bout des lèvres et qui ne donne pas de moyens réels. Joshua aussi a-t-il surestimé son pouvoir de persuasion? Nous pensons premièrement qu'il faudrait libérer les prisonniers politiques qui n'ont pas du sang sur la main. D'accord. Immédiatement pouvoir les libérer. Il faudrait réaménager les peines des leaders, parce que vous ne pouvez pas discuter avec des gens qui sont enchaînés. Joshua aussi, président de la République, ne se voit pas en train d'échanger à table avec un prisonnier enchaîné. Donc il faut réaménager ces peines-là pour pouvoir discuter avec eux. C'est le prix à payer pour revenir à la paix. Vous savez, cette guerre coûte à peu près, ça coûte à peu près 12 à 18% de notre croissance, ce qui veut dire qu'elle nous plombe. Donc il y a un prix à payer pour sortir et déjà il faut revenir vers la paix. Et cette paix est possible parce que tout le monde la veut. Juste il faut ouvrir un dialogue. Sur le retour au fédéralisme ou au moins sur une certaine forme d'autonomie qui permette réellement à ces communautés de s'organiser comme elles l'entendent. Parce qu'il ne faut pas oublier la cause profonde de ce conflit, c'est que les communautés anglophones d'une part et francophones de l'autre ont connu d'autres régimes coloniaux et elles ont hérité d'autres institutions et d'autres langues. Le fédéralisme a existé au Cameroun avant 1972. À cette époque, l'ex-Cameroun britannique et l'ex-Cameroun français fonctionnaient avec plus d'autonomie. Dans ces conditions, où les structures fédérales apparaissent comme un handicap au développement rapide du pays, où en revanche, le peuple camerounais a déjà consacré dans les faits sa profonde unité, ma conviction, mesdames et messieurs les députés, ma profonde conviction est que le moment est venu de dépasser l'organisation fédérale de l'État. Ce que propose Joshua Oshi, revenir à ce modèle pour apaiser les tensions régionales et donner plus de pouvoir local aux régions. Nous sommes dans un pays centralisé en pleine guerre de sécession. Nous sommes dans un pays centralisé où le développement s'est arrêté parce qu'il faut s'occuper d'une personne, président de la République, au lieu de s'occuper de 30 millions de Camerounais. Et c'est ce qui doit prendre fin. Donc nous pensons que quand on fait éclore les spécificités de notre diversité, quand dans chaque région on peut progresser sans attendre une décision de Yaoundé, on progresse beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, personne ne peut venir développer une région ou une commune mieux que les habitants de ces régions et de ces communes-là. Mais pour y arriver aussi, nous devons sortir d'une logique néocoloniale qui veut que les gens sont rattachés par leur origine, et nous proposons la citoyenneté résidentielle pour faire en sorte que chaque Camerounais se sente chez lui là où il habite. Mais il y a un piège. Pour certains, le fédéralisme est la première étape vers la sécession. Les critiques du RDPC, ils y voient une menace pour l'unité nationale. Ils accusent aussi de vouloir diviser le pays. Ils rappellent que la suppression du fédéralisme en 1972 visait justement à renforcer un État unifié. Tout ce qui touchait à l'unité nationale était pris par tous les Camerounais, de toutes les régions, comme une nécessité absolue à cette époque. Les arguments des partisans du fédéralisme
Cela permettrait aux régions de mieux gérer leurs propres ressources. Cela réduirait le sentiment de marginalisation des anglophones. Cela pourrait éviter une fracture plus grave à long terme. Pour nous, c'est le modèle qui va nous sortir du joug mental dans lequel nous sommes toujours. Le fédéralisme, comme la plupart des mots qui se terminent en isme, capitalisme, communisme, socialisme, renvoie d'abord à une doctrine, à une philosophie. Le fédéralisme est d'abord une idée de l'État avant d'être une formalisation réglementaire, légale et institutionnelle de l'État. Le fédéralisme, donc, comme philosophie, est une formule d'organisation de l'État qui vise à créer de la cohésion au sein de la diversité, qui vise à créer des conditions du vivre ensemble entre des singularités qui s'expriment et qui sont fiers de ce qu'elles sont par essence. Le dilemme d'Ossi, il joue sur un terrain glissant. S'il insiste trop sur le fédéralisme, il risque d'être taxé de diviseur. S'il n'en parle pas assez, il perd le soutien des anglophones modérés. Sa posture sur ce sujet pourrait bien décider de son sort politique. On a consulté largement et les forces de maintien de l'ordre et de défense et ceux qui représentent les sécessionnistes, etc. On a discuté avec tout le monde et on a, par exemple, au niveau de nos forces armées, il faut avec urgence, en tout cas, dans le nord-ouest et le sud-ouest, décloisonner les forces de défense. On ne peut plus continuer comme ça, avec plusieurs armées. C'est une des brèches dans lesquelles les sécessionnistes... Même si la situation n'est pas véritablement sous contrôle, stabilisée. Mais pour la stabiliser, il faut être fort. Vous ne pouvez pas être faible et stabilisé. Et aujourd'hui, nous sommes faibles parce que nos forces armées sont cloisonnées. Il y a plusieurs forces armées. Donc il faut décloisonner tout ça, du moins dans le nord-ouest et le sud-ouest, avant de trouver une solution nationale. Le Social Democratic Front n'a pas toujours été une force en déclin. Dans les années 1990, il incarnait l'espoir du changement. Retour en 1992. John Froundy, le fondateur du SDF, est alors l'homme qui fait trembler Paul Biya. Il arrive officiellement deuxième à la présidentielle avec 36% des voix derrière Paul Biya. Mais son score est contesté. Selon plusieurs observateurs, il aurait pu l'emporter sans des fraudes massives. Quand Froundy a gagné ces élections, monsieur. Les élections en 92. En 92. Vous avez les preuves de cette affirmation que vous venez de faire concernant la victoire? J'étais un de ceux qui ont qui étaient chargés des résultats. J'ai fait une requête à la Cour suprême pour montrer la fraude. Mais hélas, les hommes politiques sont ce qu'ils ont. Le parti bénéficie d'un fort soutien dans les régions anglophones et gagne du terrain à l'ouest et à Douala. Le déclin commence. Année 2000. Le SDF peine à s'adapter aux nouvelles réalités politiques. Il reste fort, mais perd du terrain. 2011 et 2018, Maurice Kamto et Cabral Libye émergent et captent une nouvelle génération d'électeurs. John Froundy se teint en 2023 et laisse un parti en quête de direction. Le problème du SDF aujourd'hui, son discours a perdu en radicalité. Là où il était autrefois un défi direct au régime, il est devenu une opposition modérée. Son électorat traditionnel est divisé. Les anglophones autrefois fidèles sont désormais plus attirés par les mouvements séparatistes. Les jeunes Camerounais ne s'identifient plus à ce parti historique, préférant des figures comme Maurice Kamto ou encore Cabral Libye. Alors, Joshua Ossi peut-il relancer la machine? Il essaye de repositionner le SDF comme un parti moderne et pragmatique, mais il doit convaincre qu'il incarne un renouveau et non simplement une continuation d'un parti en perte de vitesse. Le SDF peut-il renaître de ses cendres? Ou est-il devenu un vestige du passé incapable de rivaliser avec les nouvelles dynamiques politiques du Cameroun?
Écoutez, nous n'avons absolument aucun problème avec les résultats de 2018. Nous savions que nous allons dans une élection difficile. Nous avons compris dans les années 90 qu'il ne fallait pas boycotter une élection. C'est pour cela que nous y étions. Notre bastion qui nous donnait des voix était en guerre et est toujours en guerre. Et donc, il nous manquait 600 000 voix. Avec ces 600 000 voix que nous avons traditionnellement eues, nous aurons pu avoir la deuxième place. La deuxième place, ce n'est pas ce que nous visions et c'est pour cela que nous ne regrettons pas cela. Il vous manquait les voix du nord-ouest et du sud-ouest. Du nord-ouest et du sud-ouest et des ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest sur toute l'étendue du territoire parce qu'il y avait un mot d'ordre qui avait été passé et qui avait été bien relayé par le pouvoir en place que quiconque originaire de ces régions dont on verra une photo dans un bureau de vote aura sa famille massacrée. Et donc, il était clair que nous ne pouvions pas gagner une élection présidentielle sur le sang des Camerounaises et des Camerounais. La première des choses que ce conflit a pu donner à M. Biya, c'est le fait d'écraser le SDF sans avoir besoin d'investir politiquement. Donc, nous avons travaillé pendant 6 ans. Nous sommes assez confiants que nous sommes en position aujourd'hui de récupérer nos bastions. Et nous avons aussi travaillé dans le reste du Cameroun pour faire comprendre au Cameroun que quand une partie de ce pays souffre, le reste du pays souffre. Joshua Oshi a laissé entendre qu'il pourrait s'inspirer de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Petit rappel historique. En 2018, la présidentielle en RDC est chaotique. Le favori, Martin Fayulu, semble avoir gagné. Mais un accord secret est conclu entre Tshisekedi et l'entourage du président sortant, Joseph Kabila. Tshisekedi est proclamé vainqueur en échange d'une cohabitation avec les hommes de Kabila. M. Fayulu a le droit de s'exprimer à partir du moment où il ne diffame pas. Il a le droit de s'exprimer. Nous sommes en démocratie, en tout cas nous essayons de l'être. Moi je ne pense pas que je suis une marionnette. J'ai privilégié, et ça il faut le dire, la stabilité de l'État. Nous sommes dans une alternance qui s'est historiquement bien déroulée. Je crois qu'il faut préserver la paix et la stabilité du pays. Et c'est peut-être ça qui fait dire à certains que je suis une marionnette, parce qu'ils espéraient peut-être qu'il y ait du sang. Ce que cela signifie pour le Cameroun, si Joshua Oshi veut suivre cette stratégie, cela impliquerait un rapprochement avec le pouvoir en place. Nous sommes très proches de l'UDPS. Nous avons accompagné l'UDPS lors de ces élections-là. Pas plus tard que hier, je parlais encore au cadre de l'UDPS sur certains sujets qui nous sont communs. Et donc, nous sommes plutôt dans cette logique-là que dans celle de Martin Fayulu. Et vous savez-vous, Monsieur Boisbouvier, en 92, nous avons gagné l'élection présidentielle. Tout nous donne raison que nous avons gagné cette élection, mais nous avions oublié qu'il faut gagner l'élection et aussi pouvoir prendre le pouvoir. Ce sont deux choses complètement différentes et nous n'avons pas réussi à prendre le pouvoir en 92 et plus jamais nous allons faire cette erreur. Et quand on est en politique, il faut avoir la capacité de construire des ponts et de parler avec ceux qui ont perdu le pouvoir pour qu'ensemble on arrive à construire ce pays. Il ne s'agit pas pour le SDF d'arriver au pouvoir et de mettre tout le monde du RDPC en prison, de les jeter en pâture, etc. Non, il s'agit de démontrer que pour une fois, il y a un pouvoir qui est arrivé qui est véritablement inclusif et que tout le monde a sa place. Problème. Accepter un deal avec le RDPC serait vu comme une trahison par une partie de l'opposition. Mais refuser tout compromis pourrait le marginaliser. L'équilibre est délicat. Joshua Oshi veut apparaître comme un modéré, prêt au dialogue, mais sans perdre son identité d'opposant. Joshua Oshi se positionne en opposant pragmatique, loin du radicalisme de Maurice Kamto et des postures trop modérées d'autres figures de l'opposition au Cameroun. Mais son pari est risqué. Il doit prouver que le Social Democratic Front est encore une force politique. Il doit convaincre tous les Camerounais que sa modération est une force et non une faiblesse. Il doit éviter d'être perçu comme un opposant de façade qui cherche simplement à exister dans le paysage politique du Cameroun. En fin de compte, Joshua Oshi veut-il réellement gagner ou cherche-t-il simplement à rester dans le game? La présidentielle d'octobre 2025 nous donnera
la réponse. Et vous, que pensez-vous de Joshua aussi? Peut-il incarner l'alternance ou est-il condamné à jouer un rôle secondaire? N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Merci à tous.